à toutes et à tous. J'avais pas en fait franchement prévu de parler directement de la 5G, même si c'est bien sûr un sujet dans toutes les têtes, dans toutes les préoccupations. Mais j'ai compris que le sujet de ces discussions était plus large, puisqu'il s'agissait d'imaginer un peu ce que serait ce monde digital avec les hommes au service des hommes. Donc je voulais vous parler de deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Vous verrez qu'on pourra évoquer rapidement la 5G aussi. Le premier, c'est celui de la fracture numérique à l'échelle mondiale. Et le second, c'est celui de la capacité, l'opportunité, je crois aussi, de notre industrie à participer à l'effort de l'humanité et du monde face aux défis climatiques. Je commence donc par la question de la fracture numérique. Vous savez qu'en ce qui me concerne, chez Orange, mais aussi depuis le début de l'année en tant que président de la GSMA, qui est l'association mondiale du secteur des opérateurs mobiles, j'ai souhaité qu'on porte un discours et une ambition particulière face à cette question de la fracture numérique à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, il y a environ 4 milliards d'individus sur la Terre qui n'ont pas accès au réseau Internet, au réseau mondial. Parmi ces 4 milliards de personnes, il y en a environ 3 milliards, un peu plus de 3 milliards, qui habitent dans des zones qui sont couvertes, mais qui, pour un certain nombre de raisons, ne sont pas acteurs de ce monde digital, n'ont pas accès au réseau. Et puis, il y en a environ 800 millions, c'est les estimations qu'on fait aujourd'hui, qui ne sont pas reliés à Internet simplement parce qu'ils ne sont pas couverts. On en trouve une grande partie en Afrique, sur le continent africain, qui est un continent, vous le savez, qui tient particulièrement à cœur à Orange, qui est présent depuis plus de 20 ans, qui a aujourd'hui 125 millions de clients en Afrique, très investis sur l'Afrique. L'Afrique qui est peut-être la zone, enfin le continent du monde qui est le plus exposé, le plus aussi le mieux placé en tout cas pour tirer les bénéfices et de la technologie, de la digitalisation, celui qui sera le plus profondément impacté, qui l'a déjà été, et où finalement les enjeux de ce progrès par la technologie et par le numérique sont les plus grands. Nombreux sont ceux qui pensent que c'est bien en Afrique qu'on peut-être résoudre un certain nombre de problématiques liées au développement avec le digital et avec la technologie. Nous, bien évidemment, en tant qu'opérateurs, on est les premiers concernés par cette question de la résorption de la fracture numérique mondiale. Elle se pose de façon, je dirais, différente selon les pays et selon les continents. Ça paraît un peu bizarre, à la limite, de se présenter comme opérateur et de vouloir parler de cette question de la fracture numérique, puisque c'est un peu pour ça qu'on existe, qu'on est là. Et pour autant, on voit bien que nous opérons aujourd'hui dans des modèles économiques qui ont montré leurs limites et qui ne sont pas capables, je pense, seuls, de résoudre globalement ce problème. Je commence par évoquer rapidement le cas de l'Afrique. En Afrique, on a effectivement des réseaux qui ont été déployés beaucoup autour des grandes agglomérations, des grandes villes. On a un vrai problème qui est la couverture des zones rurales. Le modèle économique des opérateurs en tant que tel ne permet pas de résoudre cette question-là. Il va donc falloir qu'on aille chercher d'autres solutions. Ça peut être des solutions autour de la technologie. Et actuellement, nous, chez Orange, on travaille beaucoup sur des techniques, y compris d'ailleurs avec des start-up et des petits opérateurs qui nous permettraient d'améliorer la couverture des zones peu denses et zones rurales dans des conditions de coût beaucoup moins élevées que le déploiement des réseaux terrestres tels qu'on les connaît. Je crois également qu'en Afrique, mais on y reviendra, c'est aussi beaucoup le cas en Europe, c'est autour du partage des infrastructures, de la mutualisation des infrastructures, qu'on peut trouver aussi des éléments de réponse à cette question de la fracture numérique. Il faut continuer à investir massivement. Orange investit plus d'1 milliard d'euros chaque année en Afrique et au Moyen-Orient dans les réseaux. Et ça pose aussi, indirectement, mais c'est aussi un sujet pour l'Europe, la question des relations financières entre les États, les régulateurs
et les opérateurs, et plus généralement de la façon dont cette industrie des télécoms est vue et perçue par tous les décideurs. Donc, l'Afrique, terrain d'élection particulier pour Orange, partie du monde peut-être dans laquelle cette question de la fracture numérique se pose avec le plus d'acuité aujourd'hui. Nous devons investir, nous devons réinventer peut-être aussi certaines modalités dans nos métiers. J'ai évoqué notamment cette question de la mutualisation qui n'est pas encore vraiment présente, je dirais, dans les mentalités en Afrique. Et puis il y a l'Europe. Évidemment, en Europe, le paysage est différent. Le pourcentage de personnes qui sont connectées à l'Internet est beaucoup plus important, autour de 80%. Et pour autant, on est bien placé ici en France pour le savoir, la question de la qualité de cette couverture se pose beaucoup. Elle se pose aussi par rapport à cette question des territoires et de cette perception aussi de la fracture territoriale. Le numérique est un des éléments très importants de ce sentiment d'abandon, de délaissement d'un certain nombre de populations qu'on a vu beaucoup s'exprimer ces derniers mois en France. Et là aussi, je crois que le modèle historique des opérateurs, la concurrence par les infrastructures, touche un peu ses limites, puisqu'on voit bien qu'il n'a pas réussi finalement à traiter cette question, par exemple des zones blanches dans la téléphonie mobile, ou si on prend l'exemple du déploiement de la fibre optique et des réseaux fixes, on voit bien qu'il a fallu aller chercher de nouvelles formules, de nouvelles formes d'organisation pour pouvoir traiter cette question de la profondeur, finalement, de la connectivité dans les territoires. La France, de ce point de vue, a montré, je trouve, un bel exemple, et il faut le dire ici, en particulier avec ce qu'on appelait le New Deal, c'est-à-dire ce partenariat, on dira gagnant-gagnant, pour employer ce terme un peu galvaudé, entre l'État et les opérateurs, partenariat dans lequel l'État nous a dit moi, ce que je peux vous apporter, c'est une prolongation de 10 ans dans l'utilisation des fréquences qui sont les vôtres, fréquences pour la 3G en l'occurrence, donc une économie financière qui est mesurable et qui est très importante, hein, on l'évalue à environ 3 milliards d'euros, mais en face de cela, je vous demande un programme d'investissement exceptionnel pour résorber ces zones blanches en France. Et c'est ainsi que le New Deal est né. On a prévu globalement l'industrie en France, les 4 opérateurs, de construire 5000 nouveaux sites. On se les est répartis. Il y en a une partie d'ailleurs qui va être mutualisée. Je trouve que c'est vraiment un moyen intelligent, que d'ailleurs, dont je fais beaucoup la promotion aussi au titre de la GSMA, pour apporter un élément de réponse à cette question de la qualité de la couverture dans les zones peu denses. Reste évidemment maintenant à délivrer le New Deal. On s'y emploie, on a démarré. On bute d'ailleurs sur une autre difficulté qui est celle de trouver des sites pour construire des antennes. Et vous connaissez bien aussi cette situation que nous vivons beaucoup en Europe. On a à la fois beaucoup de décideurs et souvent des populations qui demandent une couverture améliorée, mais en même temps, quand on leur explique qu'il faut quand même construire quelques antennes pour pouvoir l'offrir, on a là des réactions parfois très négatives. Et ce qui est un peu inquiétant d'ailleurs, qui ont plutôt tendance à s'amplifier et à se cristalliser, c'est d'ailleurs un des problèmes aussi qui est lié au déploiement de la 5G. Ces questions, je parle toujours là des infrastructures et des connectivités, elles reposent indirectement aussi la question plus générale des relations financières entre l'industrie des télécoms et les pouvoirs publics. J'évoquais le New Deal, je trouve que c'est un exemple très intéressant, un peu inédit, il faut bien le reconnaître aujourd'hui, de cette compréhension mutuelle des contraintes et des enjeux des uns et des autres. Force est de constater qu'il y a beaucoup de pays où ce n'est pas encore le cas, et où l'industrie des télécoms est encore vécue comme une espèce de vache à lait fiscale ou une sorte de rente dont il est normal et légitime que les États prélèvent, je dirais, la part la plus importante sous forme de taxes, sous forme de redevances, de licences ou dans les conditions d'attribution des fréquences dont nous avons besoin, bien évidemment, pour la téléphonie mobile. Voilà peut-être un petit lien qu'on peut faire avec ce dossier de la 5G, puisque j'ai compris qu'il y avait en ce moment des débats
sans doute important, peut-être un peu feutré comme toujours, mais néanmoins vif, pour savoir dans quelles conditions les fréquences en France allaient être proposées aux opérateurs, et toujours cet arbitrage entre essayer de tirer le maximum de valeur pour l'État, et en même temps laisser aux opérateurs une capacité d'investissement qui nous permette d'aller vite dans le déploiement de la 5G, car on sait là aussi qu'il y a une bataille mondiale qui se pose. Cette question qu'on voit en Europe, elle se pose évidemment ailleurs aussi, et je pense là aussi à l'Afrique, où on a encore beaucoup de travail, je dirais, pour faire cette pédagogie auprès des gouvernements et des États, pour leur expliquer que les télécoms, ce ne sont pas simplement des animaux qu'on peut traire indéfiniment, mais qu'on a aussi une responsabilité majeure dans la construction des infrastructures qui sont le socle du développement de ce continent, et qu'il faut donc trouver cet équilibre. Ce n'est pas tous les jours facile. La fracture numérique, elle a donc une composante physique, on l'a vu, c'est la question des réseaux. Elle a aussi une composante qui n'est pas physique, et qui est donc la situation de ces 3 milliards d'individus, plus ou moins, qui ne sont pas connectés au réseau numérique mondial, non pas parce qu'ils n'ont pas de couverture, mais parce qu'ils manquent de tout le reste. Tout le reste, c'est quoi ? C'est un ensemble qui est à la fois lié à des éléments de compétences, d'aptitudes, de formation au minimum, pour se servir des outils du digital. Ça n'est pas qu'un problème, d'ailleurs, dans les pays moins développés. Je vous rappelle qu'une récente étude en France nous enseignait que 13 millions de Français disent ne pas savoir écrire un mail ou ouvrir un mail. Donc cette question de la fracture numérique par les aptitudes à rentrer dans le digital, elle est une réalité importante à laquelle il faut aussi répondre. Et puis, elle est liée à d'autres éléments, et je citerai en particulier la question des terminaux. Parce que, évidemment, pour être sur Internet, pour profiter des services multiples que offre aujourd'hui la société digitale, il faut avoir des outils, et ça commence par le terminal. Il est évident que dans un continent comme l'Afrique, des smartphones à 800 € ou à 1000 € ou plus ne répondent pas à la situation de l'essentiel des populations. Et donc, nous avons, nous, l'industrie aussi, un effort particulier à faire pour pouvoir proposer des terminaux beaucoup moins chers, beaucoup plus accessibles pour l'essentiel de la population. C'est ce que nous avons fait nous-mêmes chez Orange, avec un partenariat que nous avons mis en place avec une petite société franco-chinoise qui s'appelle Kaios et qui nous a permis de proposer un smartphone à 20 $, pour accéder aux principaux, je dirais, services, réseaux sociaux, search, mobile banking aussi, sur le marché africain. Donc vous voyez que cette question de l'accessibilité du terminal, elle se pose évidemment de façon très importante. Du côté de tout ce qui tourne autour de la formation, notamment des populations qui sont aujourd'hui les plus éloignées du digital, nous avons mis en œuvre chez Orange depuis plusieurs années toute une série d'actions à travers les fondations du groupe, on en a 15 aujourd'hui en activité, et qui ont déjà permis d'apporter à plusieurs dizaines de milliers de personnes, à travers des ateliers que nous organisons, cet ensemble de compétences minimum pour pouvoir se servir d'un terminal, quel qu'il soit, et donc accéder à cette société du numérique. Nous souhaitons bien évidemment poursuivre et amplifier cet effort, aussi bien du côté des infrastructures physiques que du côté de ce qui participe à l'inclusion, à une plus grande inclusion du digital. Et je voudrais d'ailleurs souligner peut-être un dernier exemple de ce que nous faisons, nous l'industrie, et nous particulièrement Orange, qui me paraît très important, qui est le domaine du paiement par le mobile. Vous savez qu'on est très engagé dans ce domaine. On est même allé un peu plus loin puisqu'on a proposé et lancé une banque, qui est donc un niveau un peu différent. Mais je voulais simplement focaliser quelques instants sur l'Afrique. Parce que, au fond, tout le monde souhaite apporter une contribution à cette question de l'inclusion par le digital. Et notre industrie, l'industrie des télécoms, a fait quelque chose d'extraordinaire en Afrique. C'est ce qu'on appelle le mobile money, c'est-à-dire cette possibilité de créer des comptes
de monnaie électronique à partir du téléphone, sur le téléphone, et ensuite eh bien, d'utiliser ce compte de monnaie électronique et son téléphone pour faire des actes bancaires simples, des transferts, des virements, maintenant des transferts internationaux aussi, et aussi du paiement. Vous savez que le mobile money en Afrique est un succès phénoménal. Si je prends simplement les chiffres d'Orange, on a aujourd'hui 45 millions d'utilisateurs de notre service Orange Money. C'est devenu un vrai relais de croissance aussi pour les opérateurs. On a aujourd'hui plus de 10% de nos revenus télécoms en Afrique qui viennent du mobile money. Donc c'est un vrai modèle économique qui s'est construit. Et c'est là que je voulais en venir, c'est un outil d'inclusion extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, mais aujourd'hui, les télécoms bancarisent, en quelque sorte, 2 fois plus de personnes en Afrique que les banques traditionnelles. Vous avez dans l'Afrique subsaharienne un taux de bancarisation qui est inférieur à 20%. On arrive aujourd'hui à une pénétration du mobile money qui est de l'ordre de 35 à 40% de la population. Donc on peut dire que par ce service simple, extrêmement accessible, à la fois accessible techniquement et financièrement, on a un outil d'inclusion par la bancarisation ou un équivalent de la bancarisation pour ces populations qui est extrêmement puissant. Donc, oui, l'industrie des télécoms peut aussi, et je crois, être un très puissant vecteur d'inclusion par ces technologies et ces services quand ils sont conçus pour s'adresser à la population la plus large. Deuxième grande problématique, deuxième grand thème que je voulais aborder rapidement, c'est celui du défi climatique. Je pense qu'aujourd'hui, chacun a compris que plus rien ne serait comme avant, si je puis dire, dans le monde des entreprises, mais aussi dans les opinions publiques, dans les États, et que cette urgence climatique, elle est présente partout, elle est devant nous. Il est donc essentiel de s'interroger aussi, nous en tant qu'industrie, sur notre attitude par rapport à ce défi climatique, notre situation, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les engagements qu'on doit prendre et quelles sont les contributions qu'on peut y apporter. Là aussi, comme pour le premier thème, moi j'ai souhaité, en prenant la présidence de la GSMA cette année, de placer cette thématique comme une priorité absolue de l'industrie. Et donc on a lancé beaucoup d'initiatives, à la fois sous l'angle de la transparence, parce qu'il faut aussi donner beaucoup d'informations et être transparent et donner aussi des éléments chiffrés qui permettent de suivre exactement le résultat, et les résultats, et en particulier de l'empreinte carbone de nos technologies. Mais bien entendu, il faut aller bien plus loin et se demander vraiment, en profondeur, qu'est-ce que nous pouvons faire par nous-mêmes et aussi en quoi est-ce qu'on peut contribuer à ce que le monde, et notamment le monde économique et les entreprises, accélèrent dans la voie de la réponse aux défis climatiques. Nous avons décidé, d'abord à la GSMA, de demander à l'ensemble de nos membres, 750 opérateurs dans le monde, une capacité d'investissement, je rappelle juste ce chiffre parce que je crois qu'il est important pour tous ceux qui participent à cette activité. L'industrie du mobile, dans les 20 dernières années, a investi 2000 milliards de dollars. Il est prévu qu'elle investisse 1300 milliards de dollars supplémentaires dans les 10 ans qui viennent, notamment d'ailleurs autour de la 5G. Donc vous voyez que l'impact que nous avons sur les économies dans lesquelles nous opérons est absolument gigantesque. Et donc, du coup, quand on prend cette question aussi de l'empreinte carbone, on y a un niveau de contribution qui est quand même très important. Nous ne sommes habituellement pas perçus comme, je dirais, les plus exposés à cette question de l'empreinte carbone. Donc, on n'est pas considéré comme une industrie polluante, disons ça comme ça. La réalité, c'est que si on considérait Internet comme un pays, en prenant tous les grands acteurs du digital, on serait aujourd'hui le 6e émetteur de CO2 dans le monde. Parce que, bien évidemment, les réseaux, les data centers en particulier, vous le savez,
ont une empreinte, un impact énergétique qui est important. Donc, on a un premier niveau de travail qu'il faut faire et qui est la rénovation et la fixation aussi d'un niveau d'ambition particulier pour nous-mêmes, pour l'industrie, par rapport à notre impact carbone. Nous avons, au niveau de la GSMA, considéré que le minimum qu'il fallait se fixer, c'était d'être en harmonie avec les accords de Paris, et donc viser la neutralité carbone pour 2050. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que un peu partout dans le monde, de plus en plus d'opérateurs décident de prendre des objectifs plus ambitieux. Je ne vais pas ici dévoiler ce que fera Orange, puisqu'on sera bientôt amené à prendre la parole sur ce sujet, mais c'est clair qu'on va viser un horizon de temps beaucoup plus court pour l'atteinte de la neutralité carbone. Et en cela, j'espère montrer peut-être aussi un peu la voie, et en tout cas montrer que cette industrie veut être extrêmement ambitieuse et même agressive dans la prise en compte de ce défi climatique. Mais je dirais au-delà de ce qu'on fera pour nous-mêmes, les réseaux, les data centers en particulier, bien sûr le recyclage aussi, à la fois des parties techniques de nos réseaux, mais aussi des terminaux. Nous sommes aussi un formidable distributeur, agrégateur de solutions pour tous les agents économiques, les entreprises, bien entendu, mais aussi les particuliers, pour les aider à mieux maîtriser leur empreinte carbone. C'est évident que le digital, notamment les objets connectés, vont être une véritable solution aussi technologique pour aider le monde, je dirais, à maîtriser son empreinte carbone et donc à essayer de relever ce défi qui est de maîtriser le réchauffement climatique. Voilà, ces deux grands sujets, la fracture numérique, la réponse aux défis climatiques, sur lesquels, je crois, notre industrie, l'industrie des télécoms, et Orange, qui souhaite être aux avant-postes, hein, à l'avant-garde de tout cela, ont un rôle absolument éminent à jouer. Et en conclusion, je voulais peut-être vous dire un mot sur ce que j'ai un peu effleuré tout à l'heure, qui est le sentiment que j'ai qu'aujourd'hui, et c'est peut-être un peu inédit dans l'histoire, en tout cas récente, du monde, on voit émerger un vrai doute parmi beaucoup de nos concitoyens, dans les populations, beaucoup des pays développés et beaucoup en Europe, sur le progrès lui-même, sur la technologie, sur le sens de tout cela, et sur, au fond, cette question de savoir si c'est vraiment positif pour l'humanité ou pas. On voit aujourd'hui, par exemple sur la 5G, des mouvements de contestation. Tout le monde a été frappé par les manifestations qu'il y a eu en Suisse il y a quelques semaines, avec des gens qui ont défilé pour dire mais on ne veut pas de la 5G, on n'a pas besoin de la 5G. Cette idée de sobriété numérique, poussée peut-être un petit peu loin là, voire, parce que tout ça est assez proche, de décroissance, hein, avec un peu un retour aux années 60, vous vous souvenez des mouvements de la croissance zéro à l'époque, sont en train de revenir de façon très, très puissante. Et elles nous interrogent, bien évidemment, sur ce que nous faisons, la manière dont nous le faisons. Nous, on a décidé chez Orange aussi de prendre un peu ce créneau de ce qu'on appelle le digital responsable, c'est-à-dire, en tout cas, d'être dans le mouvement technologique, de s'appuyer sur cette conviction très forte qu'est la nôtre que le progrès, et notamment le progrès digital, peut être, en tout cas sous certaines conditions, profondément positif pour l'humanité, mais en même temps en alertant sur un certain nombre de risques et en ne participant pas à une espèce de course permanente à la consommation, y compris à la consommation du digital. Et ça doit aussi se décliner, je dirais, dans la façon dont nous déployons nos réseaux, d'où d'ailleurs aussi l'importance qu'on attache aux questions de partage, d'infrastructures ouvertes, de mutualisation, qui participent aussi un peu à cette philosophie d'une certaine sobriété, finalement, dans le déploiement des moyens techniques et dans la consommation que nous pouvons faire des services du digital. Tout ceci m'amène à cette conclusion qui est que je crois que plus que jamais, on a en face de nous des populations qui sont un peu écartelées entre d'un côté
bien sûr, beaucoup d'appétit pour ces technologies, les services qu'on y propose, une forme presque d'addiction qu'on peut avoir aujourd'hui avec le digital, les outils du digital, et en même temps des peurs qui sont liées à certaines dérives, sans doute, du numérique, mais aussi, de façon peut-être plus physique, à cet aspect des réseaux. Il y a la question des ondes et de l'exposition aux ondes qui ressort aussi avec la 5G, parce que, à tort ou à raison, on considère que les fréquences qu'on va utiliser pour la 5G, le fait qu'on va devoir aussi disséminer davantage d'ondes radio, va recréer des risques. Et donc, il faut plus que jamais que nous fassions la pédagogie du progrès, et que nous soyons fermes, je dirais, dans les engagements et les limites qu'on se fixe, et en même temps qu'on passe beaucoup de temps à expliquer tout cela, l'expliquer aux populations, l'expliquer au gouvernement et aux décideurs qui, évidemment, écoutent, et c'est normal, les opinions publiques. Ça n'est pas gagné. Et c'est peut-être ça la conclusion qu'on peut tous partager. On a été porté depuis 20 ans ou 30 ans par le progrès technologique, notamment soutenu par le digital et le numérique. Aujourd'hui, les choses ne vont pas de soi. Il y a des vraies questions qui se posent, et notre responsabilité est d'y apporter des réponses responsables. Merci de votre attention.